Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous allons poursuivre notre série. Je vais vous présenter un autre hors-série ce matin. Sauf qu'à force de vous présenter des hors-séries, ça finit par faire des séries de hors-séries. C'est pas grave. Aujourd'hui, on va se questionner sur un aspect tellement important de notre histoire. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous demander, mais quand on connaît l'histoire de nos ancêtres, l'histoire des Tantoya, l'histoire des Salines, Capois-la-Mort, Sanit Belair, Toussaint Louverture, Henri Christophe, pour ne citer que cela. Donc quand on connaît leur histoire d'une part, et qu'on regarde les politiciens actuels, nommez-les Ariel Henry, qui courbent l'échine jusqu'à vouloir lui embrasser les orteils devant Joe Biden, quand on regarde la bassesse des André Michel, quand on regarde le banditisme des Michel Martelly, des Laurent Lamotte, on se pose la question, mais s'agit-il vraiment du même peuple? Est-ce que les politiciens actuels sont issus des mêmes ancêtres qui ont forgé la République en 1804? Est-ce que les politiciens actuels sont issus de ceux-là même qui ont combattu à Vertières en 18 novembre 1803, tenez, puisque nous sommes au mois d'août, est-ce que les politiciens d'aujourd'hui sont les fils et les filles de ceux qui ont fait le congrès du 14 août 1791? Mais ce sont des questions qu'il faut se poser. Comment des gens qui pataugent dans une telle
flatteries, comment des gens qui pataugent dans de telles, ma foi, escroqueries peuvent-ils être des Haïtiens? Quand on lit l'histoire d'Haïti, là, quand on regarde, tenez, la première constitution haïtienne, la constitution de 1805, qui déclare péremptoirement que nul ne peut être haïtien s'il n'est d'abord bon soldat, s'il n'est ensuite un bon père de famille et s'il ne connaît un métier. Et quand on voit les salauds d'aujourd'hui, on se dit, mais est-ce qu'ils sont des Haïtiens? Le pire, et c'est l'ironie de l'histoire, on relit l'histoire à rebours, on pense que ce sont les Ariel, ce sont les André Michel, ce sont les Michel Martelly qui sont des types de l'haïtien. 1000 fois non. Les types de l'haïtien, c'est Tantoya, c'est Jean-Jacques Dessalines, c'est Capois-la-Mort, c'est Toussaint Louverture, etc. En sorte que, à l'émission d'aujourd'hui, je vais me questionner sur ce qui distinguait, ou ce qui distingue nos ancêtres des politiciens d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait le distinguo entre, d'une part, nos ancêtres et les politiciens actuels? Vous l'aurez compris, on va se dire les vraies affaires, même si c'est un hors-série qui évite de se coller à l'actualité, on fait l'histoire. Et quand on fait l'histoire, on ne peut s'empêcher de jeter un œil sur l'actualité. Vous serez bien servi, j'espère, mais j'ai besoin de toute votre attention. Tenez, pour y arriver, je vous propose de vous faire une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, bref, de vous offrir tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Restez là, je vous reviens, c'est convenu. À tout à l'heure. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le Monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Alors, bon retour. Vous vous souvenez, avant la pause, on s'était promis de se questionner sur le distinguo, hein, ce qui distingue nos ancêtres des politiciens actuels. De par ma formation en histoire, j'aime creuser, j'aime fouiller le passé, dans le but de mieux comprendre le présent. Et quand je regarde la vie des tantes Guitonne, des tantes Toya ou grandes Guitonne, là, pour mieux la nommer, quand je prends le temps de regarder la vie des Capois-la-Mort, et vous le savez, je viens de terminer un livre là sur Toussaint Louverture, j'y ai consacré les 18 derniers mois à lire toutes sortes d'archives, toutes sortes de documents sur Toussaint Louverture. Et en relisant la vie de cet homme, et par sa vie, la vie des autres, hein, parce que Toussaint Louverture n'est pas le produit d'une génération spontanée, il a collaboré avec les autres, le talent, les ressources, les conseils des autres lui ont été salutaires, et s'il est devenu Toussaint Louverture, c'est aussi parce qu'il a compris le génie d'un Jean-Jacques Dessalines, parce qu'il a compris son courage, parce qu'il a compris la rectitude d'un Henri Christophe, pour ne citer que ces exemples-là. Et donc, j'ai dit, se plongeons dans
la vie de Toussaint Louverture m'a amené à me poser la question, mais comment les Toussaint Louverture de ce monde, comment des Jean-Jacques Dessalines, comment des Henri Christophe, des Sani de Belair, car il faut citer les femmes aussi, elles étaient nombreuses dans ce qui est devenu la révolution haïtienne, malheureusement. Et ça, c'est une erreur que je me propose de rectifier. Malheureusement, l'histoire ne leur consacre pas à ces femmes-là toute la place qu'il leur revient. Mais l'armée indigène n'aurait pas été victorieuse si, à un moment donné, Toussaint Louverture n'avait intégré dans les rangs de l'armée de Saint-Domingue des femmes, des peaux sales, des femmes qui sont arrivées de l'Afrique, porteuses d'une expérience guerrière, porteuses de connaissances en matière de stratégie et de tactique militaire, ce que Toussaint Louverture ne connaissait pas, puisque Toussaint, lui, il est né dans la colonie, mais rapidement, Toussaint a compris que, si je veux battre les Européens, je ne peux me contenter de reproduire leur tactique à eux. Toussaint Louverture, comme vous le savez, il a appris l'art de la guerre à l'école espagnole, puisqu'il était d'abord un soldat dans l'armée espagnole, et tandis qu'il était dans l'armée espagnole, mais il a appris les techniques de guerre des Européens. Lorsqu'il est revenu sous le pavillon français, mais il a continué à s'entraîner, il a continué à se former en lisant les grands ouvrages sur l'art de la guerre. Mais quand je prends le temps de me plonger dans la vie de Toussaint Louverture, je me dis, mais comment un Toussaint Louverture a pu donner naissance à des gens comme André Michel, à des gens comme Michel Martelly, à des gens comme Ariel Henry? Toussaint Louverture est le libérateur noir qui a eu en son temps et après sa mort le plus grand rayonnement politique de toute l'histoire. Sa renommée est littéralement mondiale car rapidement son nom est devenu le symbole de l'autodétermination des peuples dans les Amériques, en Europe, en Afrique, aux États-Unis et même en Asie. Les parents attribuaient son nom à leurs enfants afin de leur assurer un brillant avenir, même en Asie, imaginez. Et les soldats partaient en guerre avec son effigie à leur cou ou dans leur poche. Au-delà de son prestige personnel, le projet politique de Toussaint Louverture est plus actuel que jamais en ce qu'il propose un vivre ensemble qui intègre l'altérité et qui transcende la race, le genre et les classes sociales. Sa vision sociétale ne se nourrit ni d'amnésie ni de ressentiment. Elle transcende les rancunes et les blessures afin de produire un nouvel être humain qui croit en la fraternité universelle et au mérite. Plus que jamais, Toussaint Louverture commande un nouveau regard sur l'humain. Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer la sortie prochaine de mon tout dernier livre, Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime, l'homme, le stratège, le politique, le gestionnaire et le visionnaire. Le livre sortira en français et en anglais en librairie le 1er octobre prochain au prix de 60 $. Cependant, vous pouvez le commander en pré-vente dès à présent sur mon site personnel au prix de 50 $. Commandez-le maintenant et bénéficiez d'un rabais substantiel de 10 $ sur mon site personnel www.jeanfilsaimé.com. Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime, en français et en anglais. Commandez-le maintenant sur mon site personnel www.jeanfilsaimé.com. En sorte que dans le hors-série de ce matin, je me propose d'aborder avec vous la question que voici. Qu'est-ce qui fait le distinguo entre nos ancêtres et nos dirigeants actuels? C'est important ça. C'est important parce que certaines fois, on s'imagine que nos ancêtres étaient faits d'un autre moule, qu'ils étaient faits d'une autre pâte. Parfois, on s'imagine même qu'ils sont tombés du ciel comme
d'autres légendes, d'autres peuples, n'est-ce pas, tendent à nous le faire croire? Mais non, 1000 fois non. Aussi vais-je me consacrer ce matin à vous dresser le tableau d'un certain nombre de traits distinctifs qu'on retrouve chez nos ancêtres et qui font défaut aujourd'hui à nos dirigeants. Et vers la fin de l'émission, il faudra se demander, mais comment avons-nous pu perdre ces traits distinctifs? Lorsqu'on aura compris ce qui distingue nos ancêtres des politiciens actuels, mais il faudra se poser la question, mais diable, quand est-ce que nous avons perdu en tant que collectivité ces traits distinctifs? Donc on va y aller, vous me connaissez, de manière très pédagogique. Et ce que je vais vous faire aujourd'hui, au fait, c'est des extraits de mon dernier livre là sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime. Vous pouvez, comme vous l'entendez à l'émission, le précommander. C'est un petit bijou de livre. Donc vraiment, je me suis consacré entièrement à ce travail de recherche sur Toussaint Louverture. Je le lui dois à Toussaint. Et je vous promets, à chaque année, je vais vous faire comme ça un portrait de l'un de nos ancêtres, de l'une de nos aïeules, car les femmes ont beaucoup contribué, répétais-je, à l'épopée haïtienne. Et on ne leur fait pas suffisamment de place. Donc je pense qu'on a suffisamment aujourd'hui de documents écrits, mais également de traditions orales. J'ai rencontré dernièrement à l'étranger une dame qui vit sur l'habitation de Grande Guitone. Imaginez la joie que j'ai eue à interviewer cette femme. Et cette femme me dit, oui, on a encore les vêtements de Grande Guitone, on a encore la tasse dans laquelle elle buvait son café, on a encore les sandales qu'elle portait, bon Dieu. Pour moi, ce sont de véritables reliques. Et ça, c'est l'une de mes thérapeutiques. Vous savez, quand le présent est à ce point désolant, je me plonge dans le passé, pas pour fuir, mais afin de projeter une lumière différente sur la réalité actuelle, de mieux la comprendre et de la dépasser. Et c'est l'exercice que je vais faire avec vous ce matin. Donc, on se pose la question aujourd'hui, mais qu'est-ce qui distingue nos ancêtres des politiciens actuels? Et c'est une question que j'entends régulièrement. Vous savez, quand je présente des conférences ici aux États-Unis ou en Europe devant des gens qui sont nés en terre étrangère, qui découvrent l'histoire d'Haïti et à qui on avait fait croire que, mais les Haïtiens, vous savez, c'est des incapables. Ils ont toujours été incapables, ils seront toujours incapables, etc. Et quand ces jeunes-là découvrent l'histoire d'Haïti, l'une des premières questions, et je les comprends, qu'ils me posent, c'est, mais, Monsieur Fils-Aimé, comment des Capois-la-Mort, des Grande Guitone, des Tantoya, des Sanit Belair, des Marie-Jeanne Lamartinière ont pu donner naissance directement ou indirectement aux nains d'aujourd'hui? Ce sont des nains du point de vue moral, ce sont des nains du point de vue de l'administration publique, ce sont des nains du point de vue du patriotisme, ce sont des nains du point de vue de la vision. Mais comment ces géants-là qui tissent notre histoire ont pu donner naissance à ces nains-là? Et donc, c'est à cette question que j'aimerais apporter quelques éléments de réponse. Donc, voici, quant à moi, ce qui distingue nos ancêtres des politiciens actuels. Et je vais relever aujourd'hui 7 traits distinctifs qu'on retrouve chez nos ancêtres et qui, précisément parce qu'ils sont distinctifs, ne se retrouvent pas chez les politiciens actuels. Je relève 7 parce que Toussaint Louverture, c'est un homme
versé dans la numérologie, hein. C'est un homme versé dans la mystique, et les chiffres, les nombres étaient importants pour lui. C'est pas pour rien que quand vous lisez sa constitution, eh bien, les chiffres, les nombres sont importants. On y retrouve des nombres précis d'articles. Toussaint Louverture est le libérateur noir qui a eu en son temps et après sa mort le plus grand rayonnement politique de toute l'histoire. Sa renommée est littéralement mondiale car rapidement son nom est devenu le symbole de l'autodétermination des peuples dans les Amériques, en Europe, en Afrique, aux États-Unis et même en Asie. Les parents attribuaient son nom à leurs enfants afin de leur assurer un brillant avenir, même en Asie, imaginez. Et les soldats partaient en guerre avec son effigie à leur cou ou dans leur poche. Au-delà de son prestige personnel, le projet politique de Toussaint Louverture est plus actuel que jamais en ce qu'il propose un vivre ensemble qui intègre l'altérité et qui transcende la race, le genre et les classes sociales. Sa vision sociétale ne se nourrit ni d'amnésie ni de ressentiment. Elle transcende les rancunes et les blessures afin de produire un nouvel être humain qui croit en la fraternité universelle et au mérite. Plus que jamais, Toussaint Louverture commande un nouveau regard sur l'humain. Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer la sortie prochaine de mon tout dernier livre, Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime, l'homme, le stratège, le politique, le gestionnaire et le visionnaire. Le livre sortira en français et en anglais en librairie le 1er octobre prochain au prix de 60 $. Cependant, vous pouvez le commander en pré-vente dès à présent sur mon site personnel au prix de 50 $. Commandez-le maintenant et bénéficiez d'un rabais substantiel de 10 $ sur mon site personnel www.jeanfilsaimé.com. Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime, en français et en anglais. Commandez-le maintenant sur mon site personnel www.jeanfilsaimé.com. Ça, je ne vous livre pas tous les secrets que j'ai relevés dans mon livre, donc je vais vous esquisser aujourd'hui 7 traits distinctifs de nos ancêtres et qui n'existent pas chez les dirigeants actuels. Le premier, et c'est ironique, le premier trait distinctif de nos ancêtres, c'est que ce sont des hommes ordinaires. Hein, ça vous surprend? Et ça, c'est important pour moi de le dire, parce que, en ma qualité de médiéviste, donc historien formé à l'histoire du Moyen-Âge, quand vous lisez, par exemple, l'histoire de Rome, quand vous lisez l'histoire de la Grèce antique, quand vous lisez même l'histoire du peuple hébreu, quand vous relisez les légendes du christianisme, eh bien, les héros grecs, les héros romains, les héros hébreux, les héros chrétiens, ils sont tous moitié homme, moitié Dieu. Et vous avez la légende de l'Évangile d'un Jésus qui est fils du Saint-Esprit et d'une femme. Ça, c'est tout simplement du plagiat. Mais malheureusement, les chrétiens prennent ça au pied de la lettre. Ils imaginent un Saint-Esprit, un Dieu qui n'a pas de corps, mais qui fait l'amour à une femme du nom de Marie et qui, comble d'adultère, la met enceinte. Mais avec un petit peu de formation en histoire antique, vous verrez que c'est ainsi qu'on construit les héros. Exemple, un Alexandre le Grand, on va le présenter non pas comme le fils de Philippe de Macédoine. D'ailleurs, Alexandre le Grand, dans ses discours, malgré le fait que tout le monde savait qu'Alexandre le Grand, c'est le fils de Philippe de Macédoine, eh bien, il disait dans ses discours qu'il est le fils de Dieu et d'une femme.
Hein? Donc c'est les dieux qui l'ont conçu et cela expliquerait sa bravoure, cela expliquerait son sens inné du génie militaire, etc. Quand vous relisez l'histoire de la Rome antique, on va vous parler de ces jumeaux qui ne sont pas issus complètement des humains, mais qui sont le produit d'animaux féroces et de femmes. Hein? Et ainsi se construisent les légendes historiques. Et comme le dit Ernst Renan, les chrétiens en sont venus à sublimer leurs légendes. Ils en sont venus à sublimer leurs contes et ont réussi à faire passer des contes, donc des fables, pour de l'histoire, si bien qu'aujourd'hui, un pasteur va vous présenter l'histoire de Dieu, l'Esprit de Dieu qui met enceinte une jeune femme et qui enfante un homme du nom de Jésus, eh bien, ils vont vous présenter ça comme de l'histoire, alors qu'en réalité, c'est du plagiat. C'est comme ça qu'on construisait l'histoire des héros. Mais, contrairement à ce qu'on retrouve dans les légendes antiques, eh bien, nos ancêtres, eux, ils sont des gens ordinaires. Dessalines n'est pas le fils de Legba ou d'Ogou qui aurait mis enceinte une femme africaine. Capois-la-Mort n'est pas le fils d'Ogou Ferraille qui aurait ensemencé l'utérus d'une femme. Toussaint Louverture n'est pas le fils de, ma foi, cousin Zaka ou bien de Loco qui serait entré en relation avec une femme, un être humain. Tantoya ou Grande Guiton ou bien Marie-Jeanne la Martinière ou bien Sanit Belair ne sont pas des théanthropes. Tenez, c'est le terme technique. Hein. Théanthrope, ça veut dire mi-dieu, mi-homme. Non, pas du tout. Nos ancêtres sont des humains, rien que des humains. Puisque je vous parle de mon dernier livre sur Toussaint Louverture, Toussaint Louverture est né sur une plantation d'esclaves. Une plantation d'esclaves sur laquelle le taux d'infanticide était très élevé. Statistiquement, je pense qu'un enfant sur 3 ou un enfant sur 5 qui naissait sur cette plantation-là mourait. Pourquoi? Parce que les esclaves naissaient dans de mauvaises conditions. Et la durée de vie utile d'un esclave ne dépassait pas 10 ans. Hein. Après 10 ans à travailler tous les jours, à l'exception de dimanche, et même là encore, parce que le dimanche, ils cessaient de travailler pour les maîtres, mais ils travaillaient pour eux-mêmes. On leur confiait un petit lopin de terre qu'ils devaient ensemencer, qu'ils devaient labourer de manière à pouvoir se nourrir. Eh bien, après 10 ans, là, les esclaves étaient devenus ce qu'on appelle une épave. Et vous savez, aujourd'hui encore, dans le créole haïtien, quand on dit de quelqu'un qu'il est une épave, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne sert à rien, qui est inutile, qui perd son temps. Mais c'est de là que cela vient. Quand l'esclave venait de fournir ses 10 années de vie utile, et que son maître le revendait, ou bien quand il s'était enfui et que personne ne le réclamait parce que le maître voyait bien que, mais tenez, il allait lui coûter plus cher de l'entretenir parce qu'il n'allait plus fournir la force de travail sur laquelle il pouvait compter, eh bien, il le laissait là, l'esclave. Et on le revendait sur le marché des épaves. Eh bien, nos ancêtres sont des gens ordinaires. Et je vous parlais de Toussaint Louverture qui naît sur une plantation à Bréda. Une plantation sur laquelle le taux d'infanticide était quelque chose, un enfant pour 3, un enfant sur 3 mourait, etc. Il est né de parents, oui, de parents qui avaient une certaine expérience de l'administration publique,
Toussaint Louverture, selon une forte tradition, serait le petit-fils de Gayou Guinou, qui lui-même était un potentat dans le royaume d'Alada. Mais bref, quand Toussaint est venu au monde, ce qu'il voyait autour de lui, c'était 450 000 autres noirs comme lui qui, pour l'écrasante majorité, étaient esclaves. Et son destin était déjà tout tracé. Quel était ce destin-là? Eh bien, il allait travailler dans les champs. S'il avait un certain talent, le maître pourrait le récupérer pour être charpentier ou menuisier. Et s'il développait un certain talent pour la cuisine, il aurait pu être recruté dans la grande case, c'est-à-dire dans la maison du maître pour faire à manger ou bien pour jouer de la musique, du violon, etc. Mais rien d'extraordinaire. Et c'est des gens qui naissent ordinaires, dans des situations ordinaires. Hein? Contrairement, par exemple, au Christ, dont la naissance est annoncée par une étoile. C'est des légendes. Hein? Et à la naissance duquel des mages sont venus de la Perse pour dire où est le roi qui vient de naître. Nous avons vu son étoile en Orient. Non, quand Toussaint Louverture est né, il n'y avait pas d'étoile pour annoncer sa présence, il n'y avait pas de trompette, il n'y avait pas de mages qui arrivaient d'un autre pays pour dire « nous sommes venus voir le roi des Noirs ». Non, il était à ce point malingre, il était à ce point maigre, il était à ce point chétif qu'on disait « mais ce garçon, comme un enfant sur 3 allait mourir dans les jours qui suivent ». Et c'est pas pour rien qu'on l'appelle justement Fatra Bâton, c'est aussi le nom qu'on donne à Toussaint Louverture, parce que nos ancêtres sont des gens ordinaires. C'est des gens ordinaires avec des défauts ordinaires. Toussaint Louverture aimait à dire à la blague qu'il est grand dans les grandes choses, mais qu'il est aussi petit dans les petites choses. J'ai mon ami Eddy Cavé qui a écrit un excellent livre sur la manière dont les signataires de l'acte de l'indépendance d'Haïti sont morts. Beaucoup d'entre eux sont tués par leurs propres frères et sœurs, parce que c'était des soldats, il y avait des intrigues, il y avait des luttes de pouvoir. Hein. N'allez pas croire que, parce que nos ancêtres ont fait de si grandes choses, qu'ils sont à l'abri de nos défauts. Hein. Moi, quand j'étais à l'école secondaire, il y a une phrase qui a marqué mon esprit. « Pour grands que soient les rois, ils sont ce que nous sommes. » Et un Toussaint Louverture, un Jean-Jacques Dessalines, un Henri Christophe, une Tante Toya, une Sanide Belair seraient les premiers à vous dire « N'allez pas croire que nous sommes nés avec une cuillère d'argent à la bouche. Nous sommes nés sur la plantation d'esclaves comme vous, avec un destin déjà écrit pour nous. Quel est ce destin? Nous allions servir un autre, le maître blanc, jusqu'à ce que la mort s'en suive. » Et vous savez, c'est encourageant ça. Parce que moi aussi, je suis né de parents ordinaires. Je ne suis pas fils de roi, je ne suis pas... Vous savez, les rois, ce sont de grands parasites. Quand je dis je ne suis pas fils de roi, j'en suis fier. Au contraire, je les emmerde, les monarques. Ce n'est que de mémoire dans les années 90 que la monarchie, donc la famille royale britannique, a commencé à payer des impôts. Imaginez, c'est des parasites. C'est des gens qui ont régné depuis des siècles et qui vous disent que leur pouvoir, ils le tiennent des dieux, mais ils n'ont jamais payé d'impôts, ils n'ont jamais payé de taxes. Ils envoient les autres se faire zigouiller dans des guerres. Ils ont des terres, ils ont des domaines et ils passent leur vie à chasser. Putain de paresseux. Et quand ils se marient, le monde entier s'arrête, des médias du monde entier nous bombardent
de William qui se marie, qu'est-ce que j'ai à foutre d'un petit-fils de parasite et de la reine qui ne fait que prendre des photos? Rien à foutre. Nos ancêtres, eux, ils sont nés dans des conditions humiliantes, dans des conditions dégradantes, dans des conditions étymologiquement parlant dénigrantes. Hein? Vous savez, le verbe dénigrer dérive du latin niger, qui signifie noir. Donc, ils naissent dans une situation noire. Et pourtant, c'est eux qui, malgré le fait qu'ils sont nés de parents ordinaires, dans des situations ordinaires, malgré le fait qu'ils ont nos défauts à nous, c'est quand même eux qui vont faire des choses extraordinaires. Et c'est là où il faut distinguer un historien d'un conteur. Qu'il faut distinguer un historien qui vous présente l'histoire telle qu'elle est et un autre qui vous présente une histoire sainte. Vous savez, vous et moi, nous avons grandi dans une civilisation qu'on appelle la civilisation judéo-chrétienne. Quand j'étais à l'école primaire chez les frères, il y avait un cours qu'on appelait l'histoire sainte. Il n'y a rien de saint dans l'histoire, hein? Non mais, regardez, un Dieu qui couche avec une jeune fille, qui la met enceinte, on s'entend que c'est rien de saint, là. Dans mon livre à moi, ça s'appelle une agression. D'autant que cette jeune fille, elle était fiancée. Moi, si je suis fiancé, je ne serais pas content du Saint-Esprit qui vient coucher avec ma fiancée, qui la met enceinte. Ça s'appelle adultère. Ça va? Mais là, il vous dit que c'est de l'histoire sainte. Bon. L'histoire sainte, c'est aussi un Dieu qui dit que pour pardonner aux humains, il faut qu'il tue son propre fils, parce qu'il a besoin du sang pour me pardonner. Bon. Ça s'appelle dans mon livre à moi de la violence, ça s'appelle dans mon livre à moi de la barbarie, mais on l'appelle l'histoire sainte. Mais continuons. Dans l'histoire sainte, on nous raconte plein de choses impossibles là. Un Christ qui meurt à la croix, mais il est censé mourir pour 3 jours, sauf que bon tiens, il reste pas 3 jours au tombeau, il revient 1 jour et demi et il est ressuscité. Je dis mais je suis pas comme lui là. Je ne suis pas comme lui parce que je ne vais jamais ressusciter. Moi, quand je vois quelqu'un mourir, il meurt, il ne revient pas, il ne sort pas du tombeau. Vous voyez, c'est l'histoire sainte, c'est des légendes là. C'est des histoires à dormir debout. C'est des contes. Hein? Et les anglo-saxons appellent ça des tales. Nous appelons ça des contes. Et là, ce personnage légendaire, regardez ce qu'il fait, il prend un pain, il le multiplie pour nourrir 5000 personnes. Waouh! Mais moi, quand je lis une histoire comme ça me repousse. Je ne sais pas pour vous, parce que je dis, je ne serai jamais comme ce gars-là. Et même la Bible dit, il est comme nous, sauf en ce qui concerne le péché. Ça veut dire, il est comme nous, il a toutes nos perfections, sauf nos imperfections. J'aime pas ce gars-là. Je ne sais pas pour vous, parce que moi, j'aimerais ça avoir quelqu'un qui me ressemble et qui a mes défauts et qui, malgré le fait qu'il a mes défauts, malgré le fait qu'il a mes faiblesses, malgré le fait qu'il a mes vulnérabilités, arrive quand même à faire de grandes choses. Mais sauf que dans les légendes des autres peuples, ce n'est pas ce qu'on retrouve. On retrouve des gens qui naissent dans des situations extraordinaires. Jésus, dont la naissance est annoncée par une étoile qui brille plus que les autres. Et des mages qui disent, nous sommes venus l'adorer, qui apportent de l'encens, de l'or et de la myrrhe. Imaginez là, si à la naissance de Toussaint Louverture, quelqu'un lui donnait de l'or, putain, ça ferait de lui un parasite qui n'aurait pas besoin de travailler parce qu'il serait né avec de l'or dans les mains. Non, Toussaint Louverture, il est né sur une plantation de parents qui ne valaient rien. Et donc, nos ancêtres, ce sont des gens ordinaires, dans des situations ordinaires, qui ont les mêmes défauts que nous. Et en lisant mon livre, vous verrez que Toussaint Louverture a fait des erreurs de jugement comme tout le monde. Toussaint Louverture peut faire une mauvaise lecture comme tout le monde. Toussaint Louverture peut s'emporter
démesurément comme tout le monde. Il peut projeter de faire telle chose et réaliser quelque temps après qu'il n'aurait pas dû faire ça. Toussaint Louverture a des regrets. Entre autres, lorsqu'il a condamné à mort son propre neveu Moïse, il a dit, mais c'était la plus grosse ou la plus grande erreur de sa vie. Mais c'est correct, ça. Et c'est précisément parce que ces gens-là sont des gens ordinaires, qu'ils ont nos défauts, que je les aime, parce que je dis, ils ne sont pas inatteignables. Ce ne sont pas des gens dont je puisse dire, ah, quoi que je fournisse comme effort, je n'arriverai jamais à leur cheville. Non. Ce n'est pas ça qui les distinguait. En ceci, ils sont comme vous et moi. Et je dis, c'est encourageant, parce que vous aussi, qui naissez dans des situations ordinaires, de parents ordinaires, vous qui êtes conscient de vos défauts, de vos faiblesses, et qui vous demandez, mais qu'est-ce que je peux bien devenir plus tard? Eh bien, il y a un encouragement à se dire, si Jean-Jacques Dessalines, les Toussaint Louverture ont pu faire tout ce qu'ils ont fait, malgré le fait qu'ils sont nés dans des situations ordinaires, vous aussi, malgré votre situation ordinaire, ou plutôt parce que vous êtes né dans une situation ordinaire, vous pourrez faire de choses extraordinaires. Donc, ce qui distingue nos ancêtres de ceux d'aujourd'hui, et au fait, ce n'est même pas techniquement un trait distinctif, c'est quelque chose que nous avons tous en commun, ils sont comme nous, ils sont nés de parents ordinaires, dans des situations ordinaires, et pourtant ils vont faire des choses extraordinaires. Pourquoi donc? Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le Monde est en podcast. Un deuxième trait distinctif de nos ancêtres, c'était leur conscience identitaire. Ça, c'est important pour moi de le souligner. Ceux qui ont fait la révolution de Saint-Domingue, c'était d'abord, ça c'est important, des gens qui avaient des privilèges dans le système esclavagiste. Toussaint Louverture était un privilégié. Pourquoi il était privilégié? Dans une autre de mes émissions, je vous ai montré que Toussaint Louverture, dans un premier temps, c'était un gardien de bêtes. Ça veut dire qu'il était là pour prendre soin des animaux. Donc, en ceci, il travaillait dans des conditions moins dures que les esclaves des plantations. Il prenait soin des bêtes, il avait tout le temps pour observer la nature, il avait tout le temps pour développer une connaissance, n'est-ce pas, des plantes, etc. Et avec le temps, il est devenu aussi un cocher. Ça veut dire quelqu'un qui a eu toute la confiance de son maître. Ainsi en était-il de Boukman, ainsi en était-il de Jean-François, ainsi en était-il de Biassou, etc. Mais ce que j'aime, c'est que nos ancêtres qui ont fait la révolution, c'était donc des privilégiés, mais ils ne se contentaient pas de leurs petits privilèges par rapport à la masse. Imaginez un Toussaint Louverture qui a appris à lire et à écrire, un Toussaint Louverture qui à un moment donné avait sa propre business, à un moment donné Toussaint Louverture avait loué une plantation.
Et donc, il y avait d'autres Noirs qui travaillaient pour lui. Toussaint Louverture a réussi à se faire un pécule. Il aurait pu se contenter de cela, non. Donc, un trait distinctif de nos ancêtres, c'est que ceux qui ont fait la Révolution, c'est des gens qui avaient des privilèges, mais qui se sont quand même identifiés avec la masse en disant « Nous n'allons pas garder nos privilèges pour nous, et nous enorgueillir pour nous élever au-delà des autres. Nous allons nous servir de nos privilèges pour tirer vers le haut la masse des autres esclaves qui constituaient quelque chose comme 450 000 à 500 000 têtes de pipe dans la colonie. » Et en ceci, nos ancêtres sont tellement différents des élites d'aujourd'hui, c'est-à-dire de ceux qui sont élevés en dignité. Vous savez, je suis en terre étrangère depuis, ma foi, plus de 34 ans maintenant, et j'ai appris à ne plus me réjouir quand on vient de nommer un Haïtien à un poste prestigieux. Vous savez, les fameux, le premier Haïtien en. La première haïtienne en. Vous savez pourquoi ça ne me réjouit plus? C'est parce que ces gens-là qu'on nomme à des postes prestigieux, pensez à une Michaël Jean qui a été nommée secrétaire général de la francophonie, qui avant encore était nommé gouverneur général du Canada. Pensez à, je ne sais pas moi, le dernier exemple en date, à Karine Jean-Pierre qui a été nommée porte-parole de la Maison-Blanche. Vous savez pourquoi je ne me réjouis pas de ces nouvelles-là? Mais d'abord, c'est de bonnes nouvelles pour ces gens-là. Je ne dis pas que ce soit de mauvaises nouvelles pour eux, mais au-delà de la bonne nouvelle que ça constituait pour eux, la communauté n'en tire aucun avantage. Au contraire, vous avez entendu la dernière nouvelle. Karine Jean-Pierre qui, lors d'une mêlée de presse, vous savez, la semaine dernière, il y avait une conférence ou bien un congrès des journalistes là, aux Nations, enfin aux États-Unis, et elle-même, elle était l'une des keynote speakers, comme on dit là, l'une des intervenantes, et on lui a posé la question, mais vous êtes porte-parole de la Maison-Blanche. Haïti patauge dans un problème d'insécurité dû à des armes, on le sait, importées des États-Unis. Est-ce que Joe Biden a une sensibilité particulière pour Haïti? Cette femme porte-parole de la Maison-Blanche, tristement originaire d'Haïti, eut à dire, vous savez, c'est très compliqué pour les États-Unis de résoudre le problème d'Haïti. Joe Biden est sensible à la cause haïtienne, mais c'est très compliqué pour les États-Unis, vraiment. Si bien que Daniel Foote, là, l'ancien émissaire des États-Unis à Port-au-Prince après l'assassinat de Jovenel Moïse, s'est moqué d'elle en disant « Si vous qui êtes une descendante d'Haïti, vous gobez ce narratif des dirigeants américains qui font croire à la population haïtienne, la situation d'Haïti est très compliquée, même pour les États-Unis, qu'est-ce qu'on peut espérer des autres ?» Et donc, c'est en ceci que nos ancêtres, deuxième trait distinctif, ne sont pas comme, n'est-ce pas, nos élites actuelles. Nos ancêtres se sont servis de leur position de privilège pour tirer vers le haut les masses. Regardez les succès des Haïtiens, c'est toujours des succès individuels. Vous allez avoir tel grand scientifique haïtien, vous allez avoir tel grand sportif haïtien, vous allez avoir tel grand ministre d'origine haïtienne, vous allez avoir tel député d'origine haïtienne. Et c'est des gens qui prennent plaisir à dire « Ah, mais je suis le premier Haïtien à faire ceci, je suis la première Haïtienne à être nommée à tel poste, etc. » Mais grand bien vous soit à vous. Mais tant et aussi longtemps que ceux qui sont élevés en dignité n'ont pas une conscience identitaire qui va faire en sorte que dès qu'ils parviennent à un poste d'élite, dès qu'ils parviennent à un poste de dignitaire,
ils vont se donner pour mission de tirer vers le haut la masse, eh bien, on n'ira pas loin. Si vous avez des moyens économiques, d'une part, et que d'autre part, vous ne vous donniez pas pour objectif de créer de la richesse pour votre communauté, mais ça ne sert à rien pour la communauté de dire qu'on a quelqu'un qui est très riche. Si vous êtes un sportif professionnel, un sportif qui a du succès, n'est-ce pas, dans les compétitions internationales, et que votre exemple, n'est-ce pas, n'inspire pas les autres, et que vous ne créez justement pas d'organisation sportive pour aider d'autres jeunes, des sportifs en herbe à développer leur talent, mais je regrette, votre talent ne sert à rien en ce qui a trait à votre communauté. Mais nos ancêtres, eux, quand ils avaient des privilèges, ils mettaient ces privilèges au service de leur communauté. Là, je parle d'un Toussaint Louverture. J'aurais pu tout aussi bien parler de ces femmes qui sont arrivées d'Afrique avec une connaissance de l'art militaire africain, car il y a un art militaire africain. Dans mon livre, j'ai relevé un certain nombre de tactiques propres aux Africains, tactiques grâce auxquelles Toussaint Louverture a pu l'emporter sur les Espagnols, a pu l'emporter sur les Britanniques. Les Britanniques le reconnaissent eux-mêmes. Quand on prend le temps de lire les mémoires de Thomas Maitland, qui dirigeait les troupes britanniques au moment où ces dernières étaient, si vous voulez, confrontées aux soldats de Toussaint Louverture, ben ils disent, écoutez, si Toussaint Louverture a pu gagner, c'est parce que Toussaint combinait les stratégies militaires européennes aux stratégies militaires africaines que les Européens ne connaissaient pas. Et donc là, ils ont été vaincus. Imaginez des femmes qui arrivent avec des tactiques militaires de l'Afrique, d'autres qui arrivent avec des connaissances des plantes médicinales, et qui vont mettre tout ce savoir-là, tout ce savoir-faire, tout ce savoir-être à leur dignité au service des 450 000 autres esclaves de la colonie. Voilà ce qui distingue nos ancêtres des dirigeants actuels. Vous avez des ancêtres qui sacrifiaient leurs biens pour la masse. Aujourd'hui, vous avez des dirigeants qui sacrifient la masse pour leurs biens personnels. Vous savez, cette fameuse phrase « couper tête, boule écaille » qui est au fait la politique de la terre brûlée qu'on attribue à Jean-Jacques Dessalines, au fait c'est une politique qui était déjà pratiquée par Toussaint Louverture lorsque Leclerc est arrivé et qu'entre autres Leclerc a pris le Mall Saint-Nicolas, qu'il a pris, n'est-ce pas, le nord-ouest, là, qu'il a pris Port-de-Paix. Eh bien, Toussaint Louverture a écrit à Maurepas pour lui dire, écoutez, nous allons faire en sorte que l'ennemi regrette d'avoir mis le pied chez nous. Si on n'arrive pas à les battre avec des armes, nous allons foutre le feu partout pour qu'ils marchent sur des cendres. Et plus tard, un Jean-Jacques Dessalines là, va mettre le feu dans le palais personnel qu'il construisait parce qu'à un moment donné, Dessalines louait, n'est-ce pas, de grandes propriétés de l'État et il les faisait fructifier, il arrivait à se construire, n'est-ce pas, un palais qui était encore en construction. Eh bien, l'une des premières maisons dans lesquelles il a mis le feu, c'était son propre palais. Christophe avait fait la même chose. Donc c'est des gens qui disent, si nous avons des privilèges, nous devons mettre ces privilèges-là au service de la masse. Tandis que les dirigeants d'aujourd'hui, ils sacrifient la masse pour leur bien personnel. J'aime citer, et c'est un ouvrage pour moi de référence, La vocation de l'élite de Jean Price Mars, une série de conférences qu'il présentait justement pendant l'occupation américaine pour fouetter le patriotisme des élites haïtiennes, pour les secouer un peu dans leur torpeur. Il leur disait, hey, le rôle d'une élite, que ce soit une élite intellectuelle, que ce soit une élite politique, que ce soit une élite, si vous voulez, économique, mettez-en, c'est toujours de tirer la masse vers le haut.
Donc bien avant un Jean Price Mars, dans les années 20, nos ancêtres savaient déjà, en 1791, que ceux qui ont des privilèges, ceux qui savent un peu plus que les autres, ceux qui peuvent un peu plus que les autres, ceux qui ont accès à des données plus que les autres, ceux-là doivent se sacrifier pour la masse. Ils doivent se mettre au service des autres. C'est le deuxième trait distinctif de nos ancêtres. Quand ils avaient des privilèges, ils les utilisaient pour le plus grand bien du plus grand nombre. Ils ne sacrifiaient pas le plus grand nombre pour leur bien personnel. Ils sont peut-être, on peut les compter sur les doigts d'une main, les dirigeants haïtiens qui n'ont pas confondu leur cassette personnelle, c'est-à-dire leur bourse personnelle, avec la bourse de l'État. On peut les compter sur les doigts d'une main. Et vous savez, toute la hantise de Bonaparte, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il a arrêté Toussaint Louverture, qu'il l'a fait déporter, c'est parce qu'il s'imaginait que Toussaint Louverture s'était ramassé une fortune immense pour avoir dirigé la colonie. C'est ainsi que faisaient les Français avant Toussaint Louverture. Quand quelqu'un était nommé gouverneur dans la colonie, quand quelqu'un était nommé général, eh bien, il en profitait pour s'enrichir dans la corruption. Mais on a beau chercher, Toussaint Louverture n'a pas laissé de fortune qu'il aurait amassée dans la corruption ou dans l'illégalité, pas du tout. Et Bonaparte ne pouvait pas comprendre cela, et je le comprends, parce que quand Bonaparte prenait la fuite, là, lorsque les Anglais sont arrivés et qu'ils sont entrés en France, et que lui, il a pris la fuite, mais il s'est enfui avec quelque chose comme 200 millions de francs. Imaginez, il a négocié cela. Il a négocié avec l'État français de pouvoir partir à l'île Sainte-Hélène avec 200 millions de francs français. Alors que Toussaint Louverture, lui, il avait accès à tout cela. Non. Dessalines n'a pas amassé une fortune immense parce qu'il était le premier homme d'État d'Haïti. Henri Christophe, c'était un homme riche, mais il a consacré sa richesse à son royaume. Avez-vous entendu ça, vous? Je vous ai parlé des Windsor, n'est-ce pas, en Angleterre, qui s'enrichissent à même l'État, des parasites. Mais le roi Henri Christophe, lui, il a mis sa richesse. Vous savez, lorsque cet homme est mort, en tout cas avant sa mort, dans son testament, il a laissé 3 comptes bancaires. Un compte pour sa famille, un compte pour l'armée de son royaume et un compte pour l'État haïtien. Toussaint Louverture avait une flotte de bateaux personnels, une flotte commerciale, mais il a mis tout cela au service de son pays. Quand je vous ai dit que, comparé à nos ancêtres, qui se sont sacrifiés pour les masses, les politiciens d'aujourd'hui qui sacrifient les masses pour leur bien sont de véritables nains. Troisième trait distinctif de nos ancêtres, c'est des gens, et ça c'est important de le dire dans l'Haïti d'aujourd'hui, c'est des gens qui ne souffraient d'aucun complexe d'infériorité vis-à-vis des Blancs. Nos ancêtres savaient que le blanc n'était pas fait pour dominer, pas plus que le noir n'était fait pour servir. Hein? Si vous voulez me mettre en colère, je vais vous donner le secret pour me mettre en colère. On parle d'Haïti, on est heureux, on parle d'Haïti, de notre histoire, et puis on analyse le plus sérieusement Haïti, et puis tout à coup, vous me sortez cette putain de phrase, « Le blanc ne voudra jamais ». Alors là, je fous le camp. Et je fous le camp en colère. Comment pouvez-vous me dire à moi, qui connaît l'histoire de Toussaint Louverture, qui connaît l'histoire d'un Dessalines, qui connaît l'histoire de Capois-la-Mort, comment osez-vous intégrer
Cette phrase qui vous infériorise, cette phrase qui vous minorise, cette phrase qui vous abrutit, à savoir, ah, on ne peut pas faire grand-chose pour notre pays, le blanc ne voudra jamais. Chassez-le, le foutu blanc. Déchouquez-le en bon créole. Déracinez-le. Déclarez-le persona non grata. Si on avait un gouvernement sérieux, Madame Lalim aurait été déjà déclarée persona non grata, l'ambassadeur américain aurait déjà été chassé, comme on le voit, n'est-ce pas, dans d'autres pays africains qui sont en train de chasser les Français, qui sont en train de chasser les différentes structures internationales, parce que ce sont des structures qui divisent, ce sont des structures qui abrutissent les peuples noirs. Troisième trait distinctif de nos ancêtres, il n'avait aucun complexe d'infériorité. Quand Toussaint Louverture écrivait à son homologue Napoléon Bonaparte, il disait « du premier des Noirs au premier des Blancs ». Ce qui nous distingue, c'est que vous avez une couleur de peau différente. Vous êtes à la tête d'un pays, du point de vue de la superficie, beaucoup plus grand, mais je n'ai rien à vous envier. J'ai reproduit dans mon livre la correspondance que Bonaparte a adressée à Toussaint Louverture, en tentant de lui dire, écoutez, si vous m'obéissez, je vais vous accorder la liberté. Toussaint Louverture dit, mais comment pouvez-vous me promettre ce que j'ai déjà? Napoléon Bonaparte qui dit à Toussaint Louverture, je vous envoie mon beau-frère pour être capitaine général. Toussaint Louverture répond à Bonaparte du tac au tac. Non, dans ma constitution que j'ai écrite, le titre de capitaine général n'existe pas. Votre frère ou votre beau-frère sera un hors-la-loi. Et lorsque Bonaparte ose lui dire, mais vous attribuez le titre de gouverneur général de manière illégitime, parce que ce pouvoir-là, vous ne le détenez pas du peuple français. Toussaint Louverture répond du tac au tac à Bonaparte en lui disant, mais vous, Bonaparte, qui osez me faire la leçon sur la légitimité de mon pouvoir, vous qui êtes parvenu au pouvoir par un coup d'État, le coup d'État du 18 Brumaire, vous osez me faire la leçon, voyons donc. Du tac au tac. À peine Bonaparte lui écrit-il qu'il convoque ses secrétaires pour faire une réponse musclée, une véritable passe d'armes entre Bonaparte et lui pour dire « je n'ai aucune leçon à apprendre de vous ». Et lorsque vous prétendez être porteur de civilisation, Toussaint Louverture répond à Bonaparte, vous savez ce qui distingue mon peuple de votre peuple, c'est qu'eux, ils ont l'opportunité d'aller à l'école, tandis que mon peuple, vous l'avez réduit à l'esclavage. Et il ajoute, par l'éducation et avec le temps, mon peuple s'élèvera à la hauteur de sa destinée, avec le temps et par l'éducation. Aucun complexe d'infériorité. On ne retrouve pas chez un Dessalines, on ne retrouve pas chez une grande Guitonne, on ne retrouve pas chez une tante Toya, ou bien sûrement pas chez un Christophe ou un Capois la mort, ce complexe d'infériorité, à savoir, nous ne pouvons pas livrer la guerre de l'indépendance aux Français, les Blancs n'accepteront jamais. C'est quoi cette connerie? Vous concevez un accord de sortie de crise entre vous, mais vous allez présenter cet accord à l'ambassade américaine. Vous concevez une structure de dialogue entre Haïtiens, mais vous devez en parler aux diplomates étrangers. Et là, vous dites, ah oui, on ne peut pas faire grand-chose sans la communauté internationale. Au fait, mon ami Jafrique Haïti n'appelle pas ces gens-là la communauté internationale, il les appelle les Blancs malveillants. Moi, j'ai une autre formule qui ressemble à la sienne. Je l'appelle l'Assemblée des Nations malveillantes. Car quand on parle de la communauté internationale en ce qui a trait à Haïti, regardez, les nations auxquelles on réfère, ce sont des nations malveillantes. Les États-Unis, c'est une nation malveillante pour Haïti. Le Canada, c'est une nation malveillante pour Haïti. La France, c'est une nation malveillante pour Haïti.
et avec toute leur structure satellitaire, que l'on parle de l'OEA, que l'on parle des Nations Unies, dites-moi un seul bien durable que nous avons déjà retiré de la présence de ces gens-là chez nous. Ils sont là pour nous instiller le complexe d'infériorité. Ils sont là pour nous enseigner que nous n'arriverons pas à faire grand-chose sans eux. Avez-vous lu le communiqué de l'OEA qui ose dire qu'Haïti a échoué par notre faute à nous, de la communauté internationale? Ça, l'OEA le reconnaît, il a raison. Il dit, mais Haïti a échoué à cause de la faute des politiciens haïtiens, ça aussi. Mais il ajoute, et ça me met en colère, j'ai bien hâte que la population haïtienne déchouque ces gens-là. Vous n'arriverez pas à vous en sortir sans nous. Ah bon? Allez dire ça à Toussaint Louverture. Allez dire ça à Jean-Jacques Dessalines. Vous savez, l'Empire britannique avait proposé à Jean-Jacques Dessalines un protectorat. L'Empire britannique avait dit à Dessalines, vous savez, quand Jean-Jacques Dessalines, dès le mois de mai, ça c'est intéressant, hein? Dès le mois de mai 1803, avant même la bataille de Vertières de novembre 1803, donc avant même la proclamation de janvier 1804, Jean-Jacques Dessalines écrit au gouverneur de la Jamaïque pour l'informer de son intention de rendre la colonie indépendante de la France. Les Britanniques, pour des raisons géopolitiques, disent bravo, devenez indépendants de la France et ensuite nous allons vous mettre sous notre protectorat. Nous allons vous protéger contre la puissance française. Dessalines dit, non merci, votre protectorat, mettez-le là où je pense. Aucun complexe d'infériorité. Aïe, aïe, aïe. Vous savez pourquoi on a perdu ça? Cette verticalité haïtienne? Parce que ceux qui ont suivi nos ancêtres, après l'indépendance, en 1860 notamment, vont faire appel à nos ennemis d'hier, les Bretons, donc les Français, pour venir nous instruire, pour venir nous éduquer, pour venir nous scolariser. Donc, on a remis à nos ennemis le cerveau de nos jeunes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, nos ennemis? Ils ont formaté nos cerveaux. Ils ont reseté, en bon anglais, notre cerveau, de manière à ce que nous en soyons à penser que la seule littérature qui compte, c'est la littérature française. La seule langue qui en vaille la peine, c'est la langue française. La seule musique qui en vaille la peine, c'est la musique européenne. La seule cuisine qui en vaille la peine, c'est la cuisine française. Et tous les modèles qu'on nous a proposés à l'école, les fameux archétypes du bien, du beau, du bon, du grand, c'étaient tous des modèles blancs. Imaginez qu'à l'école, on nous apprenait nos ancêtres les Gaulois. Imaginez à l'école, jusqu'au début des années 2000, on observait un jour de congé pour la découverte d'Haïti par Christophe Colomb. Christophe Colomb, l'assassin, le génocidaire, qui va assassiner avec les autres Espagnols chrétiens, n'est-ce pas, des millions d'autochtones, Taïno, Ararawak. On observait un congé en hommage à cet homme. Donc c'est normal que plusieurs générations plus tard, ceux qui sont passés par l'école coloniale d'Haïti en soient venus à intégrer ce complexe d'infériorité. Leslie Maniga, de très regrettée mémoire quant à moi, même s'il avait ses défauts, qui n'en avait pas, eut à dire que des étrangers aient toujours cherché à influer sur la politique haïtienne, c'est normal, ainsi en est-il, même entre les grandes puissances. Mais le problème, disait Leslie Maniga, c'est que les politiciens d'aujourd'hui en soient venus à intégrer cela comme étant un fait de la nature, que l'ambassade des États-Unis nous dicte nos résultats. J'emmerde l'ambassade des États-Unis.
J'emmerde l'ambassade du Canada, j'emmerde l'ambassade de la France. Au fait, toutes ces structures-là, on devrait s'en débarrasser dans un premier temps, quand on voudra reconstruire notre maison. Avançons sans s'emporter. Quatrième trait distinctif de nos ancêtres, c'était de rudes travailleurs. Ce n'étaient pas des paresseux qui se faisaient servir, mais qui ne mettaient pas l'épaule à la roue, qui ne mettaient pas la main dans la pâte. Non. Savez-vous que Toussaint Louverture ne dormait jamais plus que 4 heures par nuit? Et il ordonnait à son garde du corps, à sa garde rapprochée, que, en cas d'urgence, s'il y avait une correspondance, une lettre, une nouvelle qui entrait, il ordonnait, je choisis le verbe ici, car c'est celui de Toussaint Louverture, il ordonnait à son garde du corps de le réveiller, peu importe l'heure de la nuit, pour se mettre au boulot. Toussaint Louverture avait jusqu'à 4 ou 5 secrétaires, et on nous dit que cet homme-là dictait jusqu'à 200 lettres par jour. Imaginez, jusqu'à 200 lettres par jour. Il sillonnait la colonie à cheval, imaginez, on l'appelait le centaure de Saint-Domingue. Il chevauchait si bien, mais c'était pour travailler. Il recevait tous les jours en sa résidence des centaines de gens de la population, de toutes les classes, de toutes les couches, pour les écouter, pour s'assurer que ces politiques soient en adéquation avec les besoins des gens. Et donc, ce qu'on appelle des génies, là, oui, bien sûr, Toussaint Louverture est un génie, Dessalines est un génie, Marie-Jeanne Lamartinière est un génie, Henri Christophe est un génie de l'administration publique. Mais vous savez pourquoi ils sont des génies? Parce qu'ils étaient de grands travailleurs. C'est des gens qui consacraient des heures et des heures à travailler, à réfléchir. Ce n'étaient pas des paresseux qui voyageaient pour avoir des per diem. Vous voyez la situation chaotique d'Haïti? Un pays qui est pris en étau, qui est pris en otage par des gangs armés. Savez-vous qu'il y a des ministres qui voyagent? Il y a ces jours-ci une ministre du gouvernement d'Ariel Henry qui est au Canada pour une vente de signatures. Putain de paresseux de merde. Non mais c'est paresseuse en l'occurrence. Hein. Bon Dieu! Et vous savez, derrière ces voyages officiels ou officieux, savez-vous ce qu'il y a? C'est des per diem. Il y a un économiste, brillant économiste haïtien, Leslie Péan, qui a fait une étude, qui a produit un article sur les millions, je dis bien les millions que Michel Martelly a gagnés seulement par des per diem. C'est-à-dire, à chaque fois qu'un officiel haïtien laisse Haïti pour aller, dans des... souvent, c'est dans des histoires de cul, hein, c'est pas plus que cela. Ils disent, ah, on va à une conférence internationale, mais ils n'y assistent jamais, hein. Mais ils vont à leurs histoires, machin. Et Leslie Péan a dit, écoutez, voici combien l'État haïtien donne ou octroie au chef de l'État quand il se déplace en termes de per diem ou de prime de risque. Michel Martelly a fait des millions seulement sur la base des per diem. Ils ne travaillent pas. C'est des paresseux. Dites-moi, le ministre de la Justice, il sert à quoi, merde? Ministre de la Culture sert à quoi? Ministre de la Sécurité publique sert à quoi? Tenez, n'est-ce pas, lâchons le mot. Le chef de la police sert à quoi? À rien. Nos ancêtres, eux, c'était de durs travailleurs. Einstein a dit... autrement, ce qu'on appelle génie, c'est 5% d'inspiration et 95% de transpiration. Eh bien, bien avant Einstein, nos ancêtres
ne dormait jamais plus que 4 heures quand il dormait. Et il n'avait pas de per diem. Hein. Il n'avait pas de prime de risque. Ils savaient qu'ils étaient là pour une cause et aucun sacrifice n'était trop grand pour inscrire cette cause-là dans la glace du réel, pour la réaliser. Vous vous demandez où trouver mes livres? Simple, sur mon site, prioritairement, www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par Amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Un cinquième trait distinctif de nos ancêtres, c'est que c'était de grands visionnaires. De grands visionnaires. Toussaint Louverture, par exemple, lorsqu'il va reconstruire une ville, pensez au moment où il va faire reconstruire la ville d'Henry, exemple la commune d'Henry, ou la ville des Gonaïves, eh bien, il va s'asseoir avec des arpenteurs, des ingénieurs. Et il va prendre le temps de concevoir, si vous voulez, la largeur des rues. Il faut qu'on laisse suffisamment de place pour que les carrosses puissent passer. Il va prévoir des dépotoirs pour que les gens aillent jeter leurs déchets, leurs poubelles. Imaginez, aujourd'hui, au XXIe siècle, nos mairies ne s'occupent plus, n'est-ce pas, de cela? Mais un Toussaint Louverture s'occupait de cela. Toussaint Louverture va prévoir des endroits pour des écoles publiques. Imaginez ça, c'est un point qu'on ne relève pas suffisamment. Toussaint Louverture, c'est l'un des gouverneurs de Saint-Domingue qui a construit le plus grand nombre d'écoles et c'était des écoles gratuites. Ça, c'est important. Auquel l'État contribuait à 75%. Il savait d'instinct que tout ce qui est gratuit est dévalorisé. Eh bien, il encourageait les parents à envoyer leurs enfants à l'école publique. L'école était payée à 75% par l'État et les parents, qui avaient désormais un salaire, parce que n'oublions pas que grâce au soulèvement des esclaves de 1791, les esclaves ne retournaient plus dans les plantations comme esclaves, mais désormais comme des salariés. C'est la première fois qu'on a fait ça dans toute l'histoire. Quand les Européens entraient dans un pays de Noirs, mais ils réduisaient tout le monde en esclavage. Et quand ils kidnappaient les gens en Afrique, ils les conduisaient en Amérique, pas pour que ces derniers soient payés, mais pour qu'ils travaillent pour eux pour rien. Les Haïtiens se sont imposés aux Français en disant « vous allez nous payer, bande d'exploiteurs ». Et donc, nos ancêtres ont imposé un code de travail avec des conditions de travail négociées par eux. Imaginez, avant toute l'histoire syndicale, nos ancêtres avaient leurs représentants qui négociaient avec les propriétaires de plantations pour dire « écoutez, nous réclamons 25%. » Waouh! 25% des revenus de la plantation. Si la plantation est rentable, c'est grâce à nous. Nous réclamons 25% de ce que la plantation rapporte. Avez-vous ça, vous, aujourd'hui? Vous travaillez à la banque, vous dites dans un poste prestigieux. Avez-vous 25% comme salaire des revenus de la banque? Vraiment? Vous voyez comment, là? Nos ancêtres étaient à l'avant-garde en matière de droit de travail. Où que vous travaillez, vous n'avez pas 25% des revenus de la boîte. Nos ancêtres ont dit, nous allons avoir 25% des revenus de la plantation. Et c'est ce qu'ils ont eu. Et donc Toussaint Louverture a dit, moi je vais vous donner des écoles publiques, mais quand votre enfant vient à l'école, vous allez contribuer à hauteur de 25% de ce que ça coûte à l'État. Extraordinaire. Et lorsque Toussaint Louverture a conquis l'Est, l'équivalent de la République dominicaine aujourd'hui, l'une des premières
décision publique qu'il a prise, l'une des premières mesures publiques qu'il a prises, c'est d'ouvrir des écoles le même jour. Il a dit tel bâtiment va être affecté à des écoles publiques de manière à permettre aux anciens esclaves de s'instruire, de s'éduquer, car ce n'est que par l'éducation qu'une population s'élève. Quand vous regardez les plans des villes que Toussaint Louverture a reconstruites, la ville de Port-de-Paix, la commune d'Henry, qui est devenue plus tard une ville, la ville des Gonaïves, il faisait appel aux ingénieurs, aux arpenteurs. Il disait, moi je veux des écoles, je veux des dépotoirs, je veux des rues assez larges, je veux des hôpitaux. Au regard d'un Toussaint Louverture, à quoi servent nos ministres de planification? Ce sont des voleurs, ils sont payés pour rien. Et il y avait, des journées de corvée. Vous savez ce que c'était une journée de corvée pour Toussaint Louverture? Des journées où tout le monde, y compris Toussaint Louverture lui-même, devait se consacrer ou consacrer des heures à des travaux publics, que ce soit pour curer les canaux, que ce soit pour brûler des déchets, que ce soit donc pour nettoyer les rues. Et si vous osiez louper une journée de corvée, vous aviez une amende pouvant aller jusqu'à 3 journées complètes de salaire. C'était des visionnaires. Donc, les rues sous Toussaint Louverture, les villes sous Toussaint Louverture, l'hygiène publique était quelque chose d'extraordinaire aux yeux de Toussaint Louverture. Nous sommes au XVIIIe siècle, là. On ne sait pas encore ce que c'est que l'administration publique. En Europe, regardez les rues d'une ville européenne au XVIIIe siècle. Lisez sur l'hygiène publique, n'est-ce pas? En France, au XVIIIe siècle, les gens mouraient par faute d'hygiène parce que les médecins sortaient des morgues et retournaient, n'est-ce pas, dans les salles d'accouchement. Sixième leçon, sixième trait distinctif de nos ancêtres, c'est des gens qui préparaient la relève. Un grand leader, ce n'est pas quelqu'un qui dit après moi ce sera le déluge. C'est pas quelqu'un qui dit écoutez, je ne peux faire confiance à personne car personne n'a mon intelligence. Un grand leader, c'est quelqu'un qui prépare la relève. Vous voyez, quand on a arrêté et déporté Toussaint Louverture, ceux qui vont faire la révolution, c'était ces soldats, c'était ces lieutenants, ces officiers. Mais Toussaint Louverture lui-même, là, c'était un lieutenant de Jean-François de Biassou, un lieutenant de Boukman. Mais avant Boukman, il y avait un Macandal. Toussaint devait avoir 17 ans quand Macandal lançait sa révolte. Il a compris quoi? Un leader, c'est quelqu'un qui prépare la relève. Et c'est là où nous avons échoué. Toutes ces belles valeurs qu'on retrouve chez nos ancêtres, à un moment donné, on a arrêté de les transmettre à la génération présente. Et la génération actuelle n'a pas reçu grand-chose de nous et on est surpris du fait que nos jeunes soient livrés au banditisme, qu'ils soient livrés, si vous voulez, à la corruption, qu'ils soient livrés à la criminalité. Mais parce qu'il n'y a pas de génération spontanée. Si on ne leur apprend pas de belles valeurs, mais la nature a horreur du vide, c'est plus facile de reproduire des contre-valeurs que des valeurs. Quand à longueur de la journée, nos jeunes entendent de la part d'un dirigeant qu'il est un bandit légal, mais voilà, eux aussi, ils versent dans le banditisme. Quand on fait croire à nos jeunes que tout ce qui compte, c'est d'avoir de l'argent et à tout prix, mais c'est pas grave, mais ils kidnappent. Enfin, nos ancêtres savaient que toute réforme sociale ou toute révolution se prépare.
Quand on s'intéresse au congrès du Bois Caïman, là, incidemment, c'est l'anniversaire aujourd'hui de cela. Je veux verser quelques gouttes d'eau, quelques gouttes de café, quelques gouttes de rhum symboliques, en hommage à nos ancêtres. Mais quand on repense au congrès de Bois Caïman, c'était pas quelque chose qu'on a décidé une semaine à l'avance, là. C'était pas une marche contre l'insécurité, et puis on danse. C'était pas une marche rouge contre Ariel Henry, on danse, et puis dès le lendemain, on recommence nos affaires comme si de rien n'était, c'est business as usual. Nos ancêtres préparaient tout ce qu'ils faisaient. Je vous ai dit, dès le mois de mai 1803, Jean-Jacques Dessalines écrivait au gouverneur de la Jamaïque pour lui dire « Je vais conduire la colonie à l'indépendance ». Pour écrire sa constitution, Toussaint Louverture a mis sur pied des constituants qu'il appelait une assemblée centrale dans laquelle on retrouvait des représentants de toute l'île, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de toutes les couches sociales. Et de 9h du matin jusqu'à 3h de l'après-midi, tous les jours pendant 5 mois, ces 9 membres de l'Assemblée constituante se réunissaient pour produire la Constitution de Toussaint Louverture qui condense 77 articles. Hein? Quand je vous ai dit que le chiffre 7 était important pour Toussaint Louverture. Toute réforme sociale se prépare. Voyez la nécessaire révolution après laquelle nous soupirons tous. Cette transition de rupture que nous appelons de tous nos voeux, nous devons la préparer. Il ne s'agit pas de renverser Ariel. Si on renverse Ariel, ce qui est nécessaire, le pouvoir risque de tomber aux mains d'un pire salaud que la communauté internationale. Ah bon Dieu, que la communauté des nations malveillantes, tenez, on va utiliser cette formule. Qu'est-ce que j'entends par communauté des nations malveillantes? Les États-Unis, la France, le Canada. Qu'est-ce que j'entends par communauté des nations malveillantes? Mais l'ONU, l'OEA. Eh bien, si on se contente de chasser Ariel, la communauté des nations malveillantes va nous entrer dans la gorge un pire salaud encore. Prenons le temps de préparer cette transition de rupture. Car jusque-là, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des passations de pouvoir qui ne font que gérer le statu quo avec de nouveaux visages. Il faut que ça s'arrête là. Mais pour cela se prépare. Donc quand on se demande, mais qu'est-ce qui distinguait nos ancêtres, ou qu'est-ce qui distingue nos ancêtres des dirigeants aujourd'hui? Je vous ai lancé un certain nombre de pistes. J'espère que l'émission d'aujourd'hui vous a été utile. Tout ceci, les amis, se trouve en filigrane dans mon dernier livre sur Toussaint Louverture. Je vous invite à le commander. Vous découvrirez un Toussaint Louverture magnifique et sublime, qui a ses défauts, qui a ses faiblesses, mais un homme qui aime tellement son peuple. Et pour qui aucun sacrifice n'était trop grand, y compris perdre ses propres enfants, que Bonaparte avait d'ailleurs capturé, qu'il avait kidnappé, pour faire du chantage sur Toussaint Louverture. Je vous invite à le précommander. Je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne, à partager nos émissions dans vos réseaux respectifs. Je vous invite à liker. Merci de votre assiduité, merci d'être là semaine après semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission du même genre. Ne l'oublions pas, gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. Allez, au revoir.